7h58, le 26 décembre 2004. Dans les abysses de l'océan Indien, la Terre se réveille en sursaut. Un séisme d'une violence inouïe déchire les profondeurs. L'épicentre, le point de départ de ce tremblement de terre, se situe à environ 260 km au large des côtes de l'île de Sumatra, en Indonésie. Banda Aceh, la capitale de la province, près de 250 000 habitants s'éveillent en ce matin du 26 décembre. Une ville fervente au cœur d'une région musulmane très pieuse. Ici, aucun touriste. La province vit coupée du reste du monde, affaiblie par des années de guerre civile. Rien ne laisse présager le cataclysme à venir. À 8h02, soudainement, la terre tremble. J'essaie de rester debout, mais je n'y arrive pas. Le mouvement n'est pas seulement horizontal, il est aussi vertical. Pendant 9 minutes, la terre ne cesse de trembler. Une durée hors norme pour un séisme. La ville vacille, impuissante face aux secousses d'un monde souterrain en furie. Banda Aceh est une zone sismique. Nous sommes habitués aux tremblements de terre, mais nous n'en avions jamais vécu un d'aussi grand que ce jour-là. Banda Aceh, à l'extrême nord de Sumatra, se trouve au cœur de l'une des zones sismiques les plus actives de la planète. Chaque année, la région enregistre plus d'une quinzaine de séismes de magnitude 5 ou plus. Mais ce 26 décembre 2004, la Terre a libéré une énergie sans commune mesure. Banda Aceh est réduite en poussière. Je dois filmer tout ça. Je suis rentré dans la maison et j'ai pris ma caméra et celle de ma femme. On a dit à ma mère qu'on avait vraiment besoin de couvrir l'événement. Nous avons sauté dans notre Jeep et nous avons commencé à rouler. Les réflexes de Dandy permettent de témoigner des destructions causées par le séisme. On est passé devant l'un des plus grands hôtels de Banda Aceh. Le bâtiment s'était effondré. Je me souviens que la réception était dans la cave. C'était comme si elle avait été aspirée dans le sol à cause du séisme. Ils décident de se rendre au cœur de la ville, plongés dans le chaos. En tant que journaliste, avec ce réflexe de reportage, on s'est dit que la Grande Mosquée est l'emblème de Banda Aceh. Il faut aller à la Grande Mosquée et voir ce qui s'y passe. Nous sommes finalement arrivés à la Grande Mosquée. J'ai vu le minaret principal presque effondré. Le séisme est si puissant qu'il est ressenti bien au-delà de Sumatra. En Malaisie, en Thaïlande, à Singapour, en Inde, au Sri Lanka, aux Maldives, jusqu'au Bangladesh, à plus de 2000 km. Les capteurs installés sur tout le globe détectent les ondes sismiques issues de cette rupture et calculent leur vitesse à environ 8 km par seconde. Mon beeper s'est déclenché, je l'ai regardé et j'ai vu les 2 stations sismographiques qui avaient déclenché l'alarme. Et ma première réaction a été « Waouh, ces 2 stations sont très éloignées l'une de l'autre ». Et quand 2 stations sont éloignées, le séisme doit être puissant. La magnitude estimée est exceptionnelle. 9,2 sur l'échelle de Richter. Du jamais vu dans le monde depuis 40 ans. Pour comprendre l'ampleur de ce phénomène, il faut d'abord plonger sous la surface de la Terre. Sous nos pieds, la croûte terrestre est découpée en 7 grandes plaques tectoniques qui dérivent lentement, se rapprochent, s'écartent et s'affrontent. Là où elles se rencontrent et où l'une s'enfonce sous l'autre, on parle de zone de subduction. Et c'est précisément à ces points de rencontre que naissent la plupart des grands tremblements de terre.
Ces zones-là, elles sont très actives parce que justement, comme il y a des frottements entre les plaques, ça va faire des séismes. C'est précisément ce qui se passe au large de Sumatra. La plaque indo-australienne plonge par à-coups de quelques centimètres par an sous la plaque eurasienne. Pendant des siècles, la tension s'accumule, imperceptible, jusqu'au jour où le verrou cède. Le 26 décembre 2004, la plaque indo-australienne s'enfonce brutalement et soulève la plaque eurasienne. Et ça projette une colonne d'eau de 5 km vers le haut. Et c'est le soulèvement de cette colonne d'eau qui va créer un tsunami. Une onde sous-marine gigantesque qui traverse à plus de 10 000 km/h, la vitesse d'un avion de ligne, le fond de l'océan, tout en étant quasiment invisible en surface. On a discuté avec des pêcheurs de Banda Aceh qui étaient au large et qui... ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu. C'était une petite déformation. La mer a été déformée de peut-être 1 mètre, quelque chose comme ça. Donc pour un pêcheur, c'est rien. Simplement, ce qu'ils nous ont dit qui était très intéressant, c'est qu'ils ont vu quelque chose de bizarre. C'est que la mer est devenue noire et elle sentait mauvais. En fait, ça, c'était l'onde du tsunami qui se déplaçait, qui raclait au fond de la mer toutes les matières organiques, qui les ramenait à la surface. Donc c'était noir et ça sentait vraiment pas bon. Chargé de tout ce que la mer cache dans ses profondeurs, le tsunami poursuit sa course vers Banda Aceh. Il est 8h20. Le séisme vient de s'arrêter. Une partie de la ville est en ruine. Les habitants croient que le pire est derrière eux. Mais au large, un autre danger bien plus dévastateur est en marche. Sur les plages de Lombok, dans le quartier ouest de la ville, l'océan se retire sur des centaines de mètres. Quand il y a un gros séisme, avec un potentiel tsunami, le signe garanti, j'allais dire, de tsunami, c'est le retrait de la mer. Le phénomène s'explique par ce qui se passe au large. Lors d'un séisme, la masse d'eau qui a été déplacée crée une oscillation à la surface de la mer. Quand la partie basse de cette oscillation frappe les côtes en premier, la mer est aspirée vers le large. À Banda Aceh, en 2004, ce retrait de la mer, il a été observé. Il y a un petit îlot qui est situé à 1 km de la côte, et le retrait de la mer est arrivé jusque-là. Plus ce retrait est important, plus on peut s'attendre effectivement à avoir un tsunami important qui va arriver. 8h25. À peine 5 minutes plus tard, la mer revient. Une vague d'environ 2 mètres s'abat sur la côte, surprenant tous les blessés et les survivants du séisme. Alors que la côte ouest est frappée, l'onde contourne la pointe rocheuse du nord de Sumatra et s'engouffre dans la baie de Banda Aceh. Ici, la configuration même de la côte aggrave encore la catastrophe. La vague, si elle arrive sur une grande plaine côtière très plate, elle va se propager sur des kilomètres et des kilomètres. En l'occurrence, en Banda Aceh, elle a toute une agglomération qui se retrouve complètement submergée. La plaine de Banda Aceh est parcourue de rivières qui agissent comme des couloirs. Elles accélèrent le flot du tsunami et l'entraînent toujours plus loin dans la ville. Mais cette première vague n'est que l'avant-garde de la catastrophe.